À plusieurs égards. Le premier égard, pour moi en tout cas, est d'avoir le plaisir d'accueillir dans cette maison, à l'Institut français d'Athènes, mon ancien directeur général, ce qui n'est quand même pas rien. Donc M. François Nicoulot était mon directeur général à Paris en 1998. Voilà. Et puis François Nicoulot il a beaucoup d'autres titres que celui d'avoir été le directeur général. C'est un diplomate, un ancien diplomate, un grand ambassadeur, qui a été notamment spécialisé dans toutes les questions liées à la non-prolifération nucléaire, en poste à l'OTAN, et puis en poste en tant qu'ambassadeur en Hongrie et en Iran. C'est pour ça qu'il connaît certains sujets dont tu vas pouvoir nous parler ce soir. Je voudrais de ma part aussi remercier l'ambassadeur Nicoulot de nous faire l'honneur d'intervenir dans le cadre de ces séminaires de relations internationales du CEDES d'Athènes. Je vais vous parler d'une des deux plus grandes aventures du XXe siècle. Le XXe siècle, dans son exploration de l'univers, s'est dirigé à la fois vers l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, ça a été la conquête de l'espace, et l'infiniment petit, ça a été de descendre jusqu'au cœur de la matière pour arriver aux particules qui sont véritablement insécables, qu'on ne peut pas couper. Donc c'est l'aventure atomique, comme le mot, comme sa racine grecque l'indique bien. Et donc déjà, on voit se discerner dans le principe même de la réaction nucléaire les deux usages, l'un pacifique et l'autre militaire. L'un pacifique pour produire de l'énergie à la disposition de l'industrie, des populations, du bien-être et du développement économique, et de l'autre côté, la fonction explosive qui permet évidemment de produire des armes. Dès 1900, donc dès la fin des années 40, les Américains voient le risque, ils le voient sous leurs yeux, le développement, et ils décident de monter un dispositif qui arrivera à ralentir le risque de prolifération. C'est le début de la deuxième époque, qui est l'époque de la création d'une agence internationale de contrôle de l'énergie nucléaire, une sorte de Nations Unies, mais spécialisée dans les questions d'énergie nucléaire. Si un pays offre à un autre pays, et pour les Américains c'était eux-mêmes, si les Américains offrent à un autre pays des technologies, des matières, des équipements qui permettent d'utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire, il faut qu'il y ait un corps d'inspecteurs internationaux qui iront vérifier sur place que ce qui a été offert pour un but pacifique, ou qui a été vendu pour un but pacifique, ne sera pas détourné à des fins militaires. Il faut dire très franchement que la politique de lutte contre la prolifération n'a pas été un succès complet, puisqu'on a vu que certains pays ont quand même fabriqué la bombe, que d'autres pays essayent de l'avoir, mais quand même, avec les 9 pays aujourd'hui détenteurs de la bombe, les 5 officiels en quelque sorte, les membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi les 4 autres que sont l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël, bon, on a un total aujourd'hui de 9 pays possesseurs de l'arme. Il faut voir que dans les années 60, c'est ce qu'avait dit Kennedy, c'est ce que disaient tous les bons esprits, on était parti, les gens étaient persuadés dans les années 1960 que 40 ans plus tard, au début du 21e siècle, il y aurait 60, 80, une centaine de pays auraient l'arme nucléaire. Tout le monde aurait l'arme nucléaire. C'était la vision qu'on a un peu pessimiste qu'on avait à l'époque. Donc finalement, on n'a pas réglé le problème, on le voit bien avec le cas iranien, mais on l'a quand même assez raisonnablement circonscrit. Il reste quand même un problème qui est à peu près gérable. Qu'est-ce que va devenir l'Égypte? Personne n'en sait trop rien. Tout le monde espère que l'aspiration du peuple à plus de démocratie sera satisfaite, mais en même temps, même une aspiration à plus de démocratie, quelle démocratie? Jusqu'à quel point cette démocratie sera contrôlée? La majorité, par exemple, de la population égyptienne, il faut bien le dire, est plutôt hostile au traité de paix avec Israël, même s'ils ne veulent pas refaire une guerre avec Israël. Ils vivent plutôt mal. L'Égypte, qui a signé le traité de non-prolifération, a toujours fidèlement tenu sa parole. Si on voit s'installer un système qui serait plus éloigné de l'Occident,
on pourrait imaginer que effectivement ils essayent peut-être d'oublier un peu leurs promesses, surtout si effectivement, par exemple, l'Iran se dote de la bombe. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est vrai qu'il faut éviter que l'Iran ait un jour la bombe, parce que si l'Iran a la bombe, l'Égypte considérera très certainement qu'elle doit avoir la bombe. La Turquie, si elle n'est pas arrimée à l'Europe d'une façon ou d'une autre, et si elle mène une politique étrangère solitaire en quelque sorte, peut se dire que si son premier voisin, l'Iran, a la bombe, il serait peut-être prudent de l'avoir. On entre vraiment dans un nouveau cycle de prolifération dans une région extrêmement sensible comme on l'imagine. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir eu la patience de répondre à toutes ces questions et de nous enrichir nos connaissances sur des sujets qui ne sont pas, quand même, sont assez techniques et assez larges. Et merci pour le participant d'avoir posé ces questions.